Chers collègues, j'ai l'honneur d'accueillir ce matin Monsieur Guillaume Clossat, leader d'opinion en Europe, conseiller politique et chef d'entreprise. Monsieur Clossat a fondé Europa Nova, un groupe de réflexion européen de premier plan basé à Paris et à Berlin, et le mouvement citoyen Civio Europa avec l'écrivain Roberto Saviano. Il a notamment dirigé l'Union européenne de radio-télévision et a conseillé la Commission européenne sur la régulation des GAFA. Vice-président d'une des premières agences de conseil en communication stratégique, conseiller de dirigeants de premier plan, il est l'auteur de plusieurs essais remarqués et écrit dans les principaux médias du continent. Dans son dernier essai, intitulé « Fierté européenne, manifeste pour une civilisation d'avenir », M. Clossat pose les fondements d'un récit puissant, capable de fédérer les Européens au-delà de leurs divisions et de les projeter dans l'avenir. Il donne un sens concret à la citoyenneté européenne. À cet égard, j'ai souhaité l'inviter à intervenir ce matin pour un discours ayant pour objet la citoyenneté européenne. Un échange de vues suivra. Puis-je inviter M. Clossat à rejoindre la tribune et je vous donne la parole. Accueil, mesdames, messieurs, les présidents et présidentes d'assemblées régionales ayant un pouvoir législatif, mesdames, messieurs, je suis très honoré d'intervenir devant vous aujourd'hui. Je ne sais pas si je ferai un discours, mais en tout cas j'interviendrai humblement à trois titres. D'abord en tant qu'auteur qui essaie de réfléchir à ce qu'est l'Europe aujourd'hui et ce que signifie être européen dans un monde en bouleversement rapide, où chacun est inquiet et cherche des repères. En tant que citoyen engagé pour la démocratie, qui a fondé, comme le président Marcourt l'a rappelé, un mouvement qui s'appelle Civico Europa, qui a vocation à contribuer à donner un nouveau souffle démocratique. Et puis en tant que praticien des institutions européennes, tant à l'échelle nationale que continentale, et insuffisamment à l'échelle régionale, je le regrette. Un mot peut-être sur Fierté européenne, qui je crois vous a été distribué. Le livre n'est pas encore traduit, mais il est sur le point de l'être dans 4 ou 5 langues du continent. Il est finaliste du European Book Prize cette année, et je viens de le présenter à la demande des Nations Unies à New York et au département d'État américain, parce que chacun s'interroge sur le récit européen et sur notre capacité à nous raconter ensemble ou ne pas nous raconter, ce qui est le cas aujourd'hui. J'aimerais partager avec vous 4 réflexions pour nourrir l'échange qui suivra et notre discussion. La première, c'est que le projet européen est un projet civilisationnel, dès le départ. Il ne faut pas avoir honte du mot civilisation, qui en vérité est un tabou depuis le lendemain de la guerre. Après-guerre, le mot est devenu tabou parce que nous, Européens, avions cru pendant un siècle ou deux que nous portions la civilisation la plus avancée de l'histoire, fondée sur la science et sur le progrès. Et cette civilisation, la plus civilisée, nous a conduit à 2 guerres mondiales, à la Shoah, à une colonisation dont aujourd'hui nous prenons conscience des excès, mais elle a aussi permis les conditions de production de l'arme nucléaire. D'où une culpabilité européenne, d'où aussi un mot, en Europe, laissé aux nationalistes et aux populistes. Mais ce mot, aujourd'hui, nous devons le réhabiliter et nous le réapproprier. Et la vérité, c'est que c'est la guerre en Ukraine, la guerre à nos frontières, qui est l'occasion de cette réhabilitation. Le président Zelensky, le 2 mars dernier, dans l'enceinte du Parlement européen, a dit une chose remarquable. Il a dit l'Europe, ou plus exactement l'Union européenne,
est une civilisation d'avenir. Et nous, les Ukrainiens, nous sommes les remparts de cette civilisation. Et cette civilisation, contrairement à ce que nous étions avant-guerre, contrairement à la Chine actuelle, contrairement à la Russie, contrairement à la Turquie, et concrètement, dans une certaine mesure, aux États-Unis, n'est pas une civilisation impérialiste. C'est une civilisation inspirationnelle qui, en soi, doit être un modèle, une exemplarité. Quelles sont les caractéristiques de cette civilisation que nous avons créée au lendemain de la guerre? À son cœur, elle met la dignité de la personne humaine. Et c'est le fondement du projet européen d'après-guerre, comme vous avez parlé tout à l'heure, M. Lambert, du président Juncker, comme le président Juncker aime à le rappeler. C'est une civilisation qui remplace la force brutale par le droit commun. La guerre intermittente, interne, par la paix perpétuelle, qui croit à la diversité face à l'homogénéisation. Cette civilisation, elle a deux facettes. La première, c'est ce que Norbert Elias appelle l'État européen. L'État européen, ce n'est pas un État fédéral unifié, c'est juste une perspective, une dynamique européenne de démocratisation des relations entre les États, entre les régions, fondée sur la coopération permanente, fondée sur le dialogue permanent, ce que vous faites aujourd'hui. Et puis elle a une deuxième facette, c'est ce que j'appellerais une grande société. Une grande société au sens grec ou romain, c'est-à-dire des gens qui, au-delà de leurs nations respectives, partagent des perspectives communes, des préoccupations communes, de plus en plus d'habitudes communes, un sens du bien commun. Mais aussi un art de vivre, un style, des paysages communs. Des gens qui, quand le Covid se manifeste, sentent que le repli est une menace. Ce matin, le président me rappelait que les États membres, lors des premières manifestations du Covid, ont eu la tentation du repli sur soi. Et on a vu partout aux frontières qu'à la fois les citoyens et les régions voulaient que les flux, et se sont organisés pour que les flux humains continuent. Parce que c'était aussi une question de survie, parce que aussi c'est une nouvelle réalité. Et quand on regarde le monde vu du ciel, on voit qu'il y a une fluidité entre les frontières européennes, et que cette fluidité, elle n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Cette fluidité, elle est quotidienne, cette fluidité, elle est sociétale, cette fluidité, c'est la vie. Et c'est la vie qui caractérise une grande société. Paul Krugman était venu il y a 20 ans en Europe, il avait prédit la mort de l'Union européenne et la mort de l'euro. Il est venu avant l'été et il raconte dans son voyage de retour qu'il a perçu du nord au sud, de l'est à l'ouest, une vraie société européenne. L'Europe a changé, l'Europe se construit, elle est humaine, elle est régionale, elle est locale, elle est vivante. La deuxième idée sur laquelle j'aimerais revenir, c'est une autre idée reçue. Le projet européen n'est pas, dès le départ, uniquement un projet technocratique, ni un projet franco-allemand. Ça va bien au-delà, et c'est très important. Parce que si on perçoit le projet européen comme un projet technocratique ou franco-allemand, nous n'avons pas la base d'un grand récit nous fédérant tous. La vérité, c'est que, avant même la fin de la Deuxième Guerre mondiale, partout en Europe, même en Europe de l'Est, des gens voulaient réinventer l'Europe et voulaient que cette construction européenne existe. Et ils ont continué à y militer et y croire, même quand le rideau de fer s'est abasourdi sur notre continent. Je pense en Pologne, par exemple, à Geremek. Je pense en Serbie au professeur Szynski. Je pense à plein de gens partout en Europe qui, dès avant la fin de la guerre mondiale, voulaient que cette Europe prenne forme. J'ai eu l'occasion de diriger l'Union européenne de radio-télévision à Genève,
Et je me suis rendu compte qu'avant la création de la CECA, dans toutes les professions, des gens ont voulu s'organiser pour donner sens à cette Europe. L'Union européenne de radio-télévision, c'est l'union des services publics du continent. Les juristes se sont organisés et ont milité pour créer la CEDH en 1950, avec un premier traité de Rome. Les sportifs se sont organisés, ils ont créé l'UEFA. Les scientifiques, dès le lendemain de la guerre, ont voulu s'organiser, ils ont créé le CERN. Et je me suis demandé comment l'Europe, depuis 20 ans, avait pu avoir cette résilience face à 10 crises majeures, alors que la Russie, l'Union soviétique, avait éclaté au bout d'une seule crise majeure. Et ma réponse, c'est que, en fait, l'Europe, c'est bien plus que les institutions communautaires. Ce sont toutes ces communautés humaines, professionnelles, vous aussi, qui donnaient un lien quotidien et une existence concrète, non institutionnelle, je parle bruxelloise, à cette Union européenne. Et finalement, l'Union européenne n'est que l'incarnation politique d'un projet civilisationnel qui la dépasse. Ma conviction, c'est aussi que, dès le départ, l'Europe des régions avait un rôle majeur à jouer. L'un des grands philosophes de l'Europe, Denis de Rougemont, avait développé cette thèse. Son condisciple, Barroso, aurait dû le faire. Je ne suis pas certain qu'il l'ait complètement accompli. Je vois qu'il y a des Portugais ici qui sourient. Mais son condisciple gréco-serbe, Dusan Chizanski, l'a également fait. Et l'idée, c'est que cette subsidiarité, elle prenne vraiment forme. Elle a une difficulté aujourd'hui à se réaliser, mais je crois que, comme on l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas s'il faut parler de réforme des traités ou d'adaptation des institutions à la nouvelle donne, elle est nécessaire. Et vous avez un rôle particulier à jouer. Dans quelques semaines, le Parlement européen va faire une proposition pour ouvrir une convention. Il n'est pas certain que les États membres y répondent positivement s'il n'y a pas de débat dans les différents États. Et je pense que ce débat, vous devez le porter. Vous devez le porter au niveau national, vous devez le porter au niveau régional, parce que c'est cette pression qui fera qu'avec l'aide de la société civile, nous serons en mesure d'adapter nos institutions. La réalité, c'est, j'ai travaillé 18 mois dans un groupe de haut niveau sur la réforme des institutions. C'est que nous savons que les clauses passerelles ne fonctionnent pas, que les coopérations renforcées ne fonctionnent pas, que les potentialités du traité en termes de renforcement démocratique ne sont pas complètement mises à jour. Et donc, il faut créer les conditions d'une efficacité démocratique meilleure. Et ça nécessite, cela requiert qu'on adapte, même à la marge, nos institutions. Et dans ce cadre, les propositions que vous avez commencé à faire et que vous devez approfondir à mon sens, sont absolument essentielles, mais aussi le débat que vous pouvez porter, aussi bien localement que collectivement à l'échelle continentale. Troisième réflexion, c'est que même si l'Europe est un projet démocratique imparfait, c'est un projet démocratique. Et aujourd'hui, et ça c'est pas une réflexion, c'est même pas une conviction, c'est le résultat de différentes analyses, il y a une attente majeure des citoyens de ce continent à être de vrais citoyens européens et à pouvoir être inclus et participer aussi bien au niveau local qu'au niveau national, qu'au niveau continental, à une démocratie beaucoup plus inclusive, beaucoup plus permanente et beaucoup plus efficace. Et le sujet aujourd'hui, c'est de les mettre en situation de responsabilité. Un exemple concret. J'ai organisé dans le cadre de Civico Europa, avec une centaine de leaders d'opinion européens, une consultation qui a permis de consulter 38 millions de citoyens européens, donc dans les 27 États membres et en 24 langues. La plus grosse consultation qui était jamais organisée à l'échelle internationale. Nous avons posé une question aux citoyens de cette Union. Si vous étiez en charge de l'avenir de l'Europe, quelles seraient pour vous vos priorités ? Nous avons demandé aux groupes
politique au Parlement européen, de manière préalable, de s'engager à faire de ses priorités, c'était en 2019, juste avant les élections, les priorités de la future commission, qui est devenue la commission von der Leyen. 5 priorités sont apparues. Le développement durable, qui vous concerne directement parce que vous avez la charge de sa mise en œuvre. La démocratie, une démocratie plus inclusive, plus directe, plus continue, plus transparente, avec des élus effectivement responsables. La dimension sociale, et notamment la santé, sur laquelle les Européens ont des attentes extraordinairement fortes. La régulation des géants économiques, aussi bien les grandes entreprises que les plateformes, tant sur le plan numérique que sur le plan fiscal. Et enfin, une éducation véritablement européenne et une recherche véritablement européenne. Et ce qui est intéressant, c'est que du nord au sud, de l'est à l'ouest, quels que soient les pays, les préoccupations étaient à peu près les mêmes. Vous auriez fait la même consultation dans les pays qui entourent l'Union européenne, vous auriez eu des résultats extraordinairement différents. Et les mêmes consultations aux États-Unis aussi. Ce qui veut dire qu'il y a une sorte d'espace public citoyen européen. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'expérience montre que vous faites les mêmes consultations nationales sur l'Europe, les gens participent 2 fois moins. Et si vous demandez à un citoyen français son avis sur l'Europe, en lui disant, toi en tant que Français, toi en tant que Grec, toi en tant qu'Espagnol, toi en tant qu'Allemand, quelles sont tes priorités pour l'Europe? Il ne répondra pas de la même manière que si vous lui dites, toi en tant que citoyen européen, quelles sont tes priorités pour l'Europe? Et donc ce qui est important, en fait, c'est de considérer que s'il y a une gouvernance à multiniveau, il y a aussi un citoyen à multiniveau. Le citoyen est tout à fait capable de se penser comme citoyen d'une ville, comme citoyen d'une région, comme citoyen d'un État ou comme citoyen de l'Union européenne. Et donc, notre maturité politique, c'est de s'adresser à chaque citoyen en fonction du niveau auquel il doit répondre. Si vous le considérez uniquement comme un citoyen local, il vous répondra comme un citoyen local avec des réponses locales. Si vous lui demandez d'articuler différents niveaux de souveraineté, il aura différentes réponses. Je crois que prendre en considération cette maturité politique de nos concitoyens, c'est la meilleure manière de lutter contre toutes les formes de populisme et de nationalisme. Nous sommes dans un monde où jamais les gens n'ont été aussi éduqués. Jamais l'information n'a été aussi importante. Jamais l'écart de savoir entre des citoyens et des représentants n'a été aussi faible. Et donc cela nous oblige. Cela nous oblige. Cela oblige les élus à penser en tant que citoyens et les citoyens à agir en tant que politiques. Voilà le moment démocratique, civique, dans lequel nous nous trouvons. Et cela nous oblige à penser la démocratie et la démocratie européenne d'une manière différente, beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus innovante. Et donc vos idées, votre sens de responsabilité est clé dans cette perspective. Le dernier mot que j'aimerais vous dire, c'est le suivant. Nous sommes, Peter Sloterdijk, le philosophe allemand, aime à le rappeler, dans une nouvelle ère géopolitique. Et cette ère géopolitique est le lieu d'une guerre de récits, de grands récits. Il y a le grand récit chinois d'une grande harmonie, où la Chine reprend sa place centrale dans le monde et impose un système de surveillance pour le bien commun, qui assure prospérité et sécurité. Il y a le grand récit russe ou ottoman, enfin turc, de la restauration de l'empire viriliste, violent, puissant, religieux. Il y a le grand récit européen du bien contre le mal, de la démocratie contre l'autocratie. Mais il n'y a pas de grand récit européen. Dans le petit livre bleu que l'on vous a distribué, j'ai posé les bases de ce grand récit. Et je ne vais pas les détailler. Mais nous avons aujourd'hui tous les ingrédients de bâtir ensemble ce récit. Et ce récit, pour être puissant, doit être co-bâti avec nos citoyens. Et à mon sens, au niveau du terrain, et donc vous, en tant que
parlements régionaux, vous avez aussi une responsabilité dans la construction de ce récit. On ne peut pas, dans une grande démocratie, dans la grande démocratie que l'Union européenne aspire à être, à imposer un récit par le haut. Et donc, nous devons le construire. Et cette construction, en fait, est une responsabilité politique. Il ne s'agit pas d'inventer un récit fictif. Il s'agit de s'appuyer sur tous les éléments objectifs que nous, Européens, avons développés depuis 70 ans collectivement, et en nous appuyant sur toutes les énergies de ce continent artistique, culturel, scientifique, entrepreneurial, plus généralement sociétal et bien sûr politique. C'est ce que je voulais vous dire. Pardonnez-moi d'avoir été trop long et je serai très heureux de dialoguer avec vous et d'échanger. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Clossat. Je me tourne vers l'Assemblée. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir suite à la communication de Monsieur Clossat et de son discours inspirant? Oui, je vous en prie. Bom dia, Sr. Presidente, caros Presidentes e Vice-Presidentes e delegações aqui presentes na nossa Conferência das Assembleias Legislativas. Gostaria de colocar duas questões ao nosso orador, ao Sr. Presidente Honorário da Europa Nova. A primeira é se esta reforma das instituições europeias que defende e este novo caminho para a Europa e para a própria reforma dos tratados impõe um maior federalismo, isto é, uma maior transferência de soberanias nacionais para as instituições europeias. E, em segundo lugar, se podemos, a médio prazo, pensar numa recuperação, e permitam-me esta expressão, do Reino Unido para o nosso projeto de civilização e de política da União Europeia. Portanto, se a tradução estiver em condições, permita-me resumir. Se a Europa tem que ser mais federal... Não tem tradução. The translation doesn't work. En France. Ah, ok. Oui, c'est uniquement les francophones qui ont un problème. Se o seu projeto de União Europeia se vislumbra uma Europa mais federal, em que os Estados-membros transferem mais soberania para as instituições europeias, e, em segundo lugar, se considera que a médio prazo é possível que os nossos amigos do Reino Unido possam voltar ao seio deste projeto europeu da nossa União. Peut-être voir s'il y a une autre demande d'intervention. Je n'en vois pas pour l'instant, donc je vous rends la parole, monsieur. Oui? Si quelqu'un demande la parole, je la lui donne. Grazie. No, io condivido e grazie per l'opportunità di confrontarci su questa nuova situazione geopolitica, e volevo chiedere se condivideva la necessità di arrivare con la revisione dei nuovi trattati alla costruzione degli Stati Uniti d'Europa con un nuovo processo di democratizzazione, e se quindi alla base del processo di un'Europa che fino ad oggi si era considerata centro del mondo e che magari oggi possa diventare una comunità all'interno di una dinamica mondiale nuova, il processo tra civilizzazione possa trasformarsi in un nuovo umanesimo, dove ovviamente, come lei diceva, uomo e vita sono al centro di questa analisi, dove c'è cultura, dove c'è formazione, dove c'è scuola, dove i giovani vorrebbero provare a definirsi cittadini d'Europa. Non so se noi riusciremo a terminare la nostra esperienza politica definendosi tali, ma i ragazzi già nascono cittadini d'Europa e quindi le regioni potrebbero giocare un ruolo nuovo di territori d'Europa. Ci sarà la possibilità di avere dei trattati che non pongano limiti
ai singoli stati nazionali e quindi come un unico grande continente, un unico grande Stato si possa poi fondare e trovare quella base che lei diceva nei territori e quindi nelle regioni. E questo potrebbe sicuramente avvicinare anche i cittadini alle istituzioni, allo stesso tempo ciascun territorio d'Europa a sentirsi più partecipe di questo nuovo processo democratico che ovviamente deve essere ridisegnato con una democrazia partecipata che ovviamente possa avere una elezione anche diretta dei propri organismi. Y a-t-il une autre demande? Eh bien, je n'en vois pas à l'instant. Et donc, je vous rends la parole, Monsieur Clossat. Alors, sur la création d'une vraie communauté politique européenne, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, quand on consulte les citoyens européens de tous les États membres et qu'on leur demande de se comporter comme des citoyens européens, ils se comportent vraiment comme des citoyens européens. Ça veut dire qu'il y a une sorte de communauté démocratique de fait. Le sujet, c'est que ça n'existe pas au niveau institutionnel européen. Il n'y a pas la possibilité, de manière continue et directe, de consulter les citoyens européens. La conférence sur l'avenir de l'Europe est assez remarquable à certains égards. Vous savez qu'il y a 1 millier de citoyens qui ont été tirés au sort. 95% de ces citoyens n'avaient jamais été exposés au débat public européen. N'étaient pas du tout dans des associations fédéralistes ou même pro-européennes et n'avaient reçu aucune éducation européenne. Et quasiment 100% des personnes qui ont été consultées ont dit oui. C'est assez remarquable parce qu'on pourrait se dire mais l'Europe n'intéresse pas les gens, je vais perdre mon temps, etc. Mais non. L'Europe intéresse les citoyens si on les met en situation d'être des citoyens européens. Mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est d'être des citoyens nationaux discutant sur l'Europe. En fait, ils cherchent un vrai dialogue transnational sur l'Europe. Et c'est ça que la conférence a montré. Quand on regarde les résultats, notamment les résultats informels, les citoyens qui ont participé n'ont pas forcément aimé les discussions, notamment avec les politiques. Bon. Je ne sais pas si ça vous étonnera ou pas, mais ils ont aimé les discussions entre eux. Et ils ont aimé aussi prendre le temps de la réflexion. Ça veut dire que la citoyenneté aussi, elle a besoin de temps de réflexion. On ne peut pas uniquement informer les gens. Il faut leur laisser les conditions de réfléchir et de réfléchir ensemble. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est qu'il y a aujourd'hui 28 parlements nationaux, 28 assemblées. Est-ce que vous n'auriez pas un moyen de rassembler de manière transnationale des citoyens de vos différents pour les faire réfléchir ensemble? Parce que c'est ce que les citoyens attendent pour être de vrais citoyens européens. Ils attendent des expériences concrètes à l'échelle de ce continent. Et la vérité, c'est que les derniers développements technologiques permettent ou permettront à moyenne échéance à des gens qui parlent des langues différentes de se comprendre de matière automatisée. Donc il y a, bien sûr, il y a des traducteurs qui font un travail remarquable. Je dirais que ce travail pourrait être assisté et être facilité. Je salue le travail des traducteurs parce que la langue de l'Europe aujourd'hui, c'est la traduction. Donc voilà quelques pistes. Je ne sais pas si on ira vers un État fédéral, mais je pense qu'il y a déjà une grande société européenne. Il y a de fait une communauté politique, quand on pose la question, quand on demande aux citoyens des États membres de se comporter en citoyens européens, et il y a une envie de participer. Il faut vraiment utiliser cette envie. Elle existe aujourd'hui. Le niveau de soutien à l'Union européenne est quasiment le plus élevé depuis le début du millénaire. Sauf dans deux, trois États membres, dont le mien, la France, pour des raisons qu'on peut comprendre. Donc il y a cette envie. La conférence sur l'avenir de l'Europe et la réforme et la Convention sont un prétexte. Et vous avez un pouvoir d'impulser quelque chose. Mais encore une fois, ce pouvoir, vous devez jouer en mobilisant vos citoyens de manière transnationale et en organisant collectivement des discussions qui dépassent les frontières. C'est ce qu'attendent les gens. Ils veulent se comporter en vrais citoyens européens et ils veulent sortir d'une Europe en silo. L'Europe ne peut pas se réduire à 27 États membres qui ne font que discuter un bout de gras. L'Europe, c'est autre chose. C'est d'abord un état d'esprit.
Je voulais revenir sur le fait que on devait mettre l'humanisme, la dignité au cœur du système. C'est déjà le cas. La vérité, c'est que c'est déjà le cas, sauf qu'on ne le dit pas. C'est déjà le cas depuis le lendemain de la guerre avec la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme, qui fait de la dignité le noyau dur du projet européen. Et sa concrétisation, sa réalisation concrète, c'est l'interdiction de la peine de mort. C'est l'idée que un pouvoir arbitraire, un pouvoir humain ne peut pas imposer la mort à un autre parce que c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir. Et ça, c'est fondamental. Et donc, je pense que dans le récit européen, il ne faut pas dire qu'on va construire ça. Ça existe déjà. En fait, l'Europe s'est bâtie par sédiments, l'Union européenne s'est bâtie par sédiments, et maintenant, il faut les raconter. Mon pays a toujours voulu refonder l'Europe. Mais à force de vouloir refonder l'Europe, on n'a pas capitalisé sur ce que les Européens avaient construit. Et je crois qu'on a construit quelque chose de puissant, mais qu'à force d'être toujours dans une course à faire d'autres choses, on n'a pas su se raconter. Concernant vos questions, j'ai manqué une partie de vos questions, donc vous pourrez peut-être revenir. Sur le Royaume-Uni. J'adore le Royaume-Uni, j'ai étudié au Royaume-Uni quand j'ai eu le choix parce que je voulais comprendre les Britanniques. Ce que j'ai compris, c'est que le Royaume-Uni, le jour où il est entré dans l'Union européenne, au milieu des années 70, c'est dès le lendemain posé la question de sa sortie. Qu'il n'a jamais vraiment joué le jeu et que dès la fin des années 70, de puissants lobbies se sont organisés, notamment sous l'impulsion du magnat de la presse Robert Murdoch, pour créer les conditions du Brexit. Et donc, il y a eu un travail de 40 ans de sape pour créer les conditions du Brexit. Le deuxième élément, c'est que les Britanniques ont demandé des exceptions. Et nous, Européens, leur avons accordé les exceptions. Mais le problème, c'est que les exceptions, c'est le ver dans la pomme. Plus vous en avez, plus vous en voulez. Et plus les autres en veulent. Et donc, c'est une machine à tuer l'Union européenne. Et c'est une erreur que nous avons faite. C'est un enseignement que nous n'avons pas tiré. Et puis, à dire vrai, je ne suis pas mécontent qu'il soit sorti peut-être temporairement du projet européen. Je peux vous dire que quand j'étais Sherpa en 2010-2011 au Conseil européen pendant la grande crise qui a frappé notamment les pays d'Europe du Sud, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la France aussi, quand on a parlé d'un plan de relance, les Britanniques ont dit non, non, on ne met pas ça à l'ordre du jour du Conseil européen. C'est-à-dire qu'il y avait toute une série de sujets qu'on ne pouvait pas mettre à l'ordre du jour du Conseil européen parce qu'ils étaient tabous. À partir de là, l'Europe ne pouvait pas avancer. Du jour où les Britanniques sont sortis, on a pu remettre à l'ordre du jour du Conseil européen les sujets de la défense et de la sécurité, les sujets du plan de relance, le sujet de la vaccination, plein de sujets qui n'étaient pas possibles. L'Europe ne peut pas s'interdire de poser des questions vitales quand il y a des crises. Et avec les Britanniques, nous étions les mains attachées dans le dos. Donc je suis content qu'il soit sorti. Maintenant, la question, c'est comment faire pour qu'il revienne. Mais je pense que d'abord, il faut retrouver la force intérieure, il faut retrouver une énergie. Et cette énergie, aujourd'hui, avec la guerre, la vérité, c'est que nous ne l'avons pas. Et donc, comment on redonne une dynamique collective? Je m'apprête plus exactement à faire une proposition à votre Premier ministre, qui est d'organiser à Lisbonne, mi-juillet prochain, un sommet, un conclave, je vous expliquerai pourquoi j'utilise le mot conclave, de tous ceux qui veulent faire avancer l'Europe. Dans le monde politique, dans le monde des sciences, dans le monde de l'art, dans le monde du sport, dans le monde de l'entreprise, dans le monde des syndicats, dans la société. Un peu une sorte de congrès de La Haye, comme il y en a eu il y a un peu plus de 70 ans. Parce qu'il y a besoin maintenant que les Européens se reparlent, se rencontrent, restent ensemble. Pourquoi un conclave? Vous me direz, c'est un mot papiste. Je me suis rendu compte que le mot conclave était utilisé au Royaume-Uni comme en Inde. C'est une conférence dont on veut qu'il sorte quelque chose, dont on veut qu'il sorte une fumée. Et donc on enferme les gens
aussi longtemps qu'ils ne se sont pas engagés à trouver des solutions. Aujourd'hui, on a besoin de ça. Parce que la vérité, c'est que nos chefs d'État et de gouvernement ne se parlent pas, que nos commissaires européens ne travaillent pas assez ensemble, que nos parlementaires européens ne réfléchissent plus assez ensemble, notamment avec cette nouvelle législation, ce nouveau mandat, tout simplement parce que le Covid a fait qu'ils n'ont pas eu le temps de se connaître. Et donc la dynamique européenne la dynamique humaine de l'Union européenne est trop faible. On ne peut pas faire avancer l'Europe sans lien humain. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'au lendemain de la guerre, dans toutes les professions, des gens voulaient faire avancer l'Europe. Des scientifiques, des juristes, des gens de médias, des sportifs. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas rassemblés. Donc il faut redonner cet élan. Et à mon sens, cet élan, il doit se faire à différents niveaux. Parce que le conclave, il peut se faire aussi de manière décentralisée dans chacune de vos régions. Vous aviez une autre question, mais je ne l'ai pas entendue pour être honnête. Donc si vous voulez la redire en un mot, j'y répondrai avec plaisir. Caro professor, eram estas duas questões, era a questão do Reino Unido e também era a questão portanto, da Europa mais federal. Mas já agora que me dá essa oportunidade, eu pergunto se nesta nova ordem internacional que está em formação devido à guerra na Ucrânia e esta nova geoestratégia mundial, se consideram ou não que as posições da Comissão Europeia e das diversas instituições têm reforçado o peso da União Europeia nessa nova ordem que está aí a caminho e em formação. Oui et non. Oui et non. Alors d'abord sur cette guerre, la vérité c'est que cette guerre, elle coûte aux Européens. Elle coûte énormément aux Européens et elle rapporte aux Américains. J'étais à Washington au département d'État la semaine dernière et la vérité c'est que les Américains nous fournissent du gaz naturel liquéfié soi-disant au prix du marché parce qu'ils ne veulent pas le caper, c'est-à-dire plus cher que ce qu'on devrait payer, et qu'ils récupèrent des dizaines de milliards de dollars. Deuxièmement, ils récupèrent des centaines de milliards de contrats en matière d'armement. C'est sans précédent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le plan Marshall. Et le risque, c'est d'un décrochage majeur de l'Europe par rapport aux États-Unis et rapide. Et donc, il faut que nous nous ressaisissions. Certains aux États-Unis sont conscients de ce risque et sont conscients que dans un Occident qui est en train de se marginaliser, il est important que les deux piliers de cet Occident, l'Europe et les États-Unis, soient des piliers équilibrés. Ce débat, il est vraiment crucial. Il doit avoir lieu, il faut le poser. Aujourd'hui, il y a une captation de richesse énorme de la part de l'Europe vers les États-Unis. Et ça va créer un déséquilibre qui va faire que le rapport de dialogue entre Européens et Américains sera de plus en plus à notre désavantage. Ce qui m'a frappé dans le début de la crise ukrainienne, c'est que la Commission a bien fonctionné, mais le Conseil et le haut représentant n'ont pas fonctionné. Le Conseil européen et le haut représentant n'ont pas fonctionné. La présidence française de l'Union européenne, parce qu'elle avait une expérience antérieure aux institutions de Lisbonne, mise en œuvre à partir de 2009, a joué le rôle en fait qu'aurait dû jouer le président du Conseil européen et qu'aurait dû jouer le représentant. Et donc on s'est trouvé dans un fonctionnement qui est dysfonctionnel. Je pense qu'il faut le dire et qu'il faut réfléchir pour apporter des solutions concrètes. Mais il est important aussi qu'on ait des leaders qui soient en mesure d'exercer leurs responsabilités institutionnelles. Le traité de Lisbonne, que vous connaissez, donne beaucoup de latitude. Elles sont souvent inexploitées, faute de vrai leadership. La Commission, elle a joué un rôle crucial, notamment dans les vaccins. Elle joue un rôle crucial dans la stratégie de résilience européenne et d'approvisionnement en matières premières. Et c'est très utile, et elle n'a jamais été aussi ambitieuse. Mais en face,
on a des Américains qui utilisent des armes beaucoup plus puissantes. Nous, on a un acte pour les microprocesseurs, un Chip Act, pour produire des microprocesseurs et nous assurer une indépendance. Les Américains ont voté la semaine dernière, juste avant les élections, un Chip Act qui fait que si vous avez des ingrédients qui ne viennent pas d'un pays qui est considéré comme like-minded par les États-Unis, vous ne pouvez plus vendre vos microprocesseurs ou les produits qui les intègrent. Et donc c'est une manière d'exclure la plupart des produits européens. Il faut se rendre compte qu'en ce moment, les États-Unis mettent en place, notamment avec l'acte contre l'inflation, des réglementations hyper protectionnistes. Et que c'est absolument problématique pour l'avenir de nos industries et l'avenir de nos emplois. Et donc ce débat, il doit avoir lieu, et peut-être, comme vous l'avez fait pour le CETA, il doit avoir lieu dans vos parlements, rapidement, pour créer une prise de conscience. Parce que moi, je pense que l'Occident ne peut fonctionner que si on a deux piliers forts. Et aujourd'hui, comme notre voix ne s'entend pas à Washington, on affaiblit l'Occident et on affaiblit l'Europe. Ça, c'est entre nous. Je ne parle pas de la volonté chinoise, de la volonté russe, de la volonté turque. Mais déjà, entre nous, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous entre nous parce que c'est la condition pour pouvoir agir sur le reste du monde. Dans mes fonctions professionnelles, je travaille avec l'Inde. On pourrait se dire, mais l'Inde, naturellement, qui se prétend être une démocratie, sera de notre côté. Ce n'est pas évident du tout. Aujourd'hui, l'Inde cherche un équilibre entre la Russie, dont elle dépend dans sa protection par rapport à la Chine, les États-Unis, qui sont devenus son premier partenaire commercial, et l'Europe qu'elle considère comme son ancienne puissance coloniale et pour lequel elle a une forme de ressentiment. C'est pas du tout évident qu'on ait un accord avec l'Inde qui nous permette de contrebalancer la dynamique globale qui est en train de se mettre en place. Il faut aussi qu'on investisse l'Amérique latine. Parce que pour le coup, il y a une fenêtre de tir. Avec l'élection du président Lula et avec plusieurs États sud-américains qui sont très favorables à l'Europe. Mais l'Europe a toujours sous-estimé son investissement en Amérique latine. Et donc pour moi, c'est aussi un véritable enjeu. Donc vous voyez, il y a des questions très concrètes qui se posent dans un monde qui n'est plus dominé ni par l'Occident, ni par les États-Unis, ni par l'Europe. D'abord, de rééquilibrage des relations entre l'Europe et les États-Unis de manière rapide. Et donc il faut être capable de poser les problèmes de manière extrêmement rapide, parce qu'autrement, nous allons être marginalisés par les Américains et nous serons complètement inaudibles. De réflexion sur comment on renforce les liens avec des gens qui ont envie d'être nos alliés, les pays sud-américains, Taïwan, le Maroc et d'autres pays. J'étais aux Nations Unies la semaine dernière aussi avant d'aller à Washington. Et il y a des pays qui ont envie d'être des alliés de l'Europe, mais qui considèrent ne pas être traités par l'Europe. Et là aussi, vous pouvez avoir une diplomatie, j'allais dire, régionale. Et puis, il faut que nous ayons un rapport d'intérêt avec ceux qui ne considèrent pas nos valeurs, je dirais la Chine et peut-être l'Inde, mais qu'on ait une vraie politique européenne et que ce ne soit pas la course au plus beau à Berlin, à Paris, à Rome qui va défendre ses intérêts à Pékin. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Je me tourne vers l'Assemblée pour voir s'il y a d'autres questions. Je ne vois pas de demande d'intervention. Il me reste à vous remercier, Monsieur Clossat, pour vraiment des propos et à nouveau bravo. Chers collègues, et je remercie M. Clossat d'avoir fait le voyage jusqu'à Namur et d'être venu de Washington pour nous faire cette communication.